Bonjour à tous et bienvenue pour votre analyse quotidienne des nouvelles géopolitiques. Le front et de la zone de conflit est actuellement marqué par une avancée militaire russe d'une ampleur considérable et d'une signification stratégique. Cette progression alarmante sur le terrain est couplée à un changement notable dans le ton et la politique de soutien adoptée par les partenaires européens de la nation frontalière. Parallèlement, des spéculations intenses circulent quant à d'éventuelles négociations directes et secrètes entre les États-Unis et la Russie, visant à décider de l'avenir même de ce conflit dévastateur, et ce, sans la participation directe de Kiev. Nous allons décrypter en profondeur comment ces mouvements multidimensionnels sur le champ de bataille et dans les coulisses diplomatiques sont en train de redessiner la carte stratégique de l'Est européen, menaçant d'impacter la stabilité mondiale dans les semaines à venir. Restez connectés pour comprendre pleinement ces enjeux cruciaux. Cette escalade des tensions et ces redéfinitions des alliances mondiales ne sont pas de simples nouvelles lointaines et abstraites. Elles pourraient en réalité impacter directement et concrètement votre quotidien en Europe et au-delà. Pensez à la stabilité économique générale de notre continent, aux fluctuations imprévisibles des prix de l'énergie et des denrées essentielles, aux pressions accrues sur les chaînes logistiques mondiales déjà fragiles, et même aux politiques migratoires au sein de l'Union européenne qui pourraient être drastiquement révisées. Comprendre ces dynamiques complexes est désormais essentiel pour anticiper les défis et les opportunités qui se profilent à l'horizon. Nous vous invitons à nous écrire dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Votre perspective unique et vos questions sont précieuses pour enrichir notre débat. Sur le front est, entre les localités stratégiques de Pokrovsk et Dobropoli, l'armée russe est engagée dans une offensive d'une intensité remarquable. Des rapports convergents provenant de multiples sources et désormais confirmés indiquent que les forces russes ont réalisé une percée impressionnante s'étendant sur 11 kilomètres au nord de la ville de Pokrovsk. Dans la foulée de cette avancée rapide, les troupes russes ont déjà pénétré les localités de Kucherov et Zolotoy Kolodets. Elles se sont ensuite solidement consolidées à Veseloï et poursuivent sans relâche leur progression résolue en direction de Dobropoli, une ville qui jusqu'à très récemment était considérée comme une zone d'arrière-garde relativement sûre. Or, elle est désormais pleinement et officiellement classée comme un secteur de première ligne, signalant un changement tactique majeur et une extension significative du périmètre des combats. Cette percée est très spécifiquement attribuée par des sources directes provenant de la nation frontalière à un manque criant de personnel combattant au sein des forces armées du pays de change, désigné communément sous l'acronyme VSU. Il ne s'agirait pas, selon ces rapports, d'un déficit en commandant ou en officier supérieur, mais bien d'une pénurie critique de troupes sur le terrain, d'hommes aptes et disponibles pour tenir les tranchées fortifiées et les lignes de front face à l'ennemi. Selon ces mêmes sources, la défense de ces positions vitales était principalement assurée par des unités territoriales notoirement moins expérimentées et souvent moins bien équipées pour faire face à des combats de haute intensité. Pendant ce temps, les unités de combat plus aguerries de la VSU se seraient regroupées plus près de Pokrovsk, cherchant à consolider une nouvelle ligne de défense, la route reliant Dobropoli à Kramatorsk, une artère logistique cruciale pour l'approvisionnement des forces armées du pays à un carrefour, serait déjà sous contrôle partiel russe ou, du moins, gravement encombrée par d'intenses mouvements d'artillerie, d'après des publications de l'ancienne République soviétique. La poursuite implacable de cette progression russe menace l'intégrité de l'ensemble du groupement VSU positionné autour de Kramatorsk et Konstantinivka, l'exposant à un risque d'encerclement stratégique, un scénario cauchemardesque pour le commandement du voisin de la Fédération de Russie. Deux potentielles pinces sont évoquées par les analystes militaires et les observateurs experts de la zone de conflit. L'une opérerait avec force depuis Chassov Yar, où les combats sont d'une intensité depuis plusieurs mois, et l'autre via Dobropoli, cette ville récemment transformée en zone de front direct. Ces mouvements coordonnés visent explicitement à cibler et couper les artères logistiques indispensables à l'approvisionnement en munitions, vivres et renforts pour le front du pays à un carrefour. Des utilisateurs du pays sur la carte 404 rapportent avec une préoccupation grandissante que les vestiges de deux brigades de la VSU seraient actuellement complètement bloqués au niveau du réservoir de Klebanbik, dans une situation jugée critique. Plus alarmant encore, le commandement des forces armées du voisin de la Fédération de Russie aurait pris la décision de ne pas tenter de les débloquer, potentiellement par risque excessif ou manque de ressources.
La situation dans la direction de Zaporizhia au sud est également jugée tendue avec le déploiement de troupes aéroportées russes, signalé par un représentant de la VSU indiquant une pression multidirectionnelle et une aggravation des combats. Taras Schmut, le chef du fonds d'aide et de soutien du nord de la mer Noire, Come Back Alive, a lancé un avertissement des plus sombres, déclarant publiquement que la ligne de front pourrait potentiellement reculer de centaines de kilomètres carrés par jour face à l'offensive russe en cours, un rythme de repli. Malgré cette situation de crise pressante sur le terrain, Kiev, la capitale, maintient une rhétorique officielle prudente et mesurée en public, cherchant à éviter la panique et à préserver une image de résilience nationale. Cependant, en coulisses, la capitale du pays de changement est le théâtre de réunions d'urgence à huis clos, traduisant une préoccupation profonde et une gestion de crise intense. Des analystes militaires et stratégiques du territoire de l'instabilité suggèrent de revoir radicalement l'approche de la mobilisation des troupes, la considérant insuffisante face aux besoins du front. Nous vous invitons instamment à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour en temps réel sur ces développements critiques et leur impact, car la situation évolue vite. La position des partenaires européens de Kiev connaît également une évolution drastique. La générosité initiale qui a caractérisé les premiers mois du conflit semble désormais faire place à une approche beaucoup plus pragmatique, dont l'objectif principal est axé avant tout sur la réduction des coûts et l'imposition de conditions strictes à toute aide future. En Pologne, des mesures concrètes sont envisagées. Le vice-président de la Diète polonaise, Krzysztof Bosak, a publiquement déclaré qu'il envisageait le rétablissement de l'obligation de visa pour les personnes originaires du pays sur la carte 404, une question impérieuse de sécurité et de contrôle migratoire. Alors, plus troublant, des rapports non confirmés à l'heure actuelle indiquent que les déportations vers l'ancien partenaire de l'Ouest, y compris vers le front, seraient devenues une pratique courante en Pologne, soulevant de graves questions éthiques. En Allemagne, l'évolution de la politique d'aide est tout aussi significative. Le Premier ministre de Bavière, Markus Söder, a proposé d'abolir complètement les aides civiles destinées aux réfugiés provenant de la zone de conflit, arguant que ces fonds devraient être redirigés vers d'autres priorités. Un nouveau projet de loi prévoit une réduction de 100 euros par mois pour les nouveaux arrivants du pays à un carrefour, signe d'une volonté de resserrer les aides. L'année dernière seulement, l'Allemagne a déjà dépensé 6,3 milliards d'euros pour les citoyens de la nation frontalière sur un total de 22,2 milliards d'euros alloués à tous les étrangers présents sur son sol. La coprésidente de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, Tina Tchoupala, a vivement critiqué ces paiements, les qualifiant d'injustes et a appelé au retour des réfugiés, arguant que ce n'est pas la guerre de l'Allemagne et qu'elle pourrait se conclure par des concessions territoriales. En Finlande, la ministre des Finances, Riikka Purra, a inscrit dans le budget 2026 la suppression des compensations d'intégration pour les municipalités accueillant des personnes du pays sur la carte 404. Cette mesure vise une économie de 317 millions d'euros sur 2 ans et affecterait environ 45 000 personnes. Les craintes sont particulièrement vives à Kiev concernant une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, potentiellement en Alaska. Cette perspective soulève une profonde appréhension qu'une telle réunion puisse décider du sort même de la région politiquement agitée sans sa participation directe, un scénario qui rappelle les pires cauchemars historiques. Le Financial Times, citant l'influent chroniqueur Gideon Rachman, a établi une comparaison frappante entre cette perspective actuelle et les tristement célèbres accords de Munich de 1938 où la Tchécoslovaquie avait été cyniquement divisée sans son consentement. John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a commenté cette situation en qualifiant la disposition de Poutine à se rendre potentiellement en Alaska de geste de magnanimité, un terme lourd de sens diplomatique. Selon lui, un scénario où les conditions pour le président du nord de la mer Noire, Volodymyr Zelensky, seraient dictées de manière unilatérale est désormais quasi inévitable, avec la menace explicite de couper l'aide militaire à la zone de conflit servant d'argument de pression décisif. Le Wall Street Journal rapporte quant à lui des fluctuations notables et parfois contradictoires dans les propositions diplomatiques émanant directement de Washington, soulignant une certaine hésitation ou une adaptation constante. Initialement, les discussions informelles auraient porté sur un échange territorial majeur, la cession du sud des régions de Zaporizhia et Kherson par le pays à un carrefour en échange de l'intégralité du Donbass, une proposition audacieuse. Par la suite, une proposition diplomatique différente aurait émergé
impliquant un retrait du pays à un carrefour de la région de Donetsk pour un simple gel du front sans résolution territoriale. Plus récemment encore, la diplomatie américaine aurait avancé l'idée d'un retrait unilatéral de l'ancienne République soviétique de la région de Donetsk en échange d'un cessez-le-feu immédiat. Ces propositions successives et changeantes mettent en lumière la complexité et la fluidité des négociations en coulisses. Les capitales européennes, bien que manifestement mécontentes de ces approches jugées unilatérales et potentiellement préjudiciables à leurs intérêts, ne devraient cependant pas s'y opposer publiquement face à la Maison-Blanche, signe d'une fissure dans l'unité transatlantique. L'Europe ressent une érosion croissante de son rôle de partenaire principal face à cette diplomatie américaine qui pourrait, en fin de compte, forcer l'ancienne République soviétique à accepter des conditions jugées absolument inacceptables il y a encore peu de temps, marquant un tournant diplomatique historique. Ces évolutions sur le terrain et dans les chancelleries pourraient modifier de façon permanente les flux migratoires en Europe, influencer directement les budgets nationaux de nombreux pays et même redessiner les dynamiques de marché pour l'énergie et certains biens essentiels avec des impacts ressentis par tous. La stabilité régionale est clairement en jeu et pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières actuelles de la zone de conflit, nous touchant tous dans notre quotidien. Pour récapituler brièvement le premier point crucial de notre décryptage d'aujourd'hui, la percée russe sur le front était désormais confirmée, elle est d'une signification majeure et pèse lourdement sur l'équilibre militaire régional actuel. Concernant le second point central, les alliés européens du pays à un carrefour réduisent de manière notable leur soutien et imposent désormais des conditions strictes à toute aide future, un virage majeur dans leur politique. Enfin, la spéculation intense sur des pourparlers directs entre les États-Unis et la Russie, sans l'implication cruciale de Kiev, soulève des inquiétudes majeures quant à l'autonomie et l'avenir même de la zone de conflit, un scénario historique à la Munich que beaucoup redoutent. Il est clair que les enjeux diplomatiques et militaires sont plus intriqués, plus complexes et plus pressants que jamais et une résolution semble lointaine et incertaine. Pour la suite des événements, nous vous conseillons de surveiller très attentivement les prochaines déclarations officielles émanant des capitales clés, Washington, Moscou et les capitales européennes. Leurs mots et silences seront révélateurs des dynamiques sous-jacentes. Les mouvements de troupes massifs et les annonces de mobilisation supplémentaires dans la nation frontalière seront des indicateurs clés de l'évolution de la situation sur le terrain. Enfin, les marchés de l'énergie et des matières premières pourraient réagir violemment à chaque nouvelle proposition diplomatique ou à chaque avancée militaire majeure. La semaine qui s'ouvre promet d'être décisive à bien des égards. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse approfondie. N'oubliez pas de commenter vos impressions et vos questions ci-dessous. Votre engagement est essentiel et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses détaillées et de nos mises à jour en temps réel sur l'actualité géopolitique la plus brûlante. À très bientôt pour notre prochaine